Nous ne négocions pas à partir d'une position de force. L'Iran, lui, négocie à partir d'une position de force. Vous savez, ce sont eux qui contrôlent tout le trafic entrant et sortant du détroit. Ce sont eux qui ont anéanti les installations militaires des États-Unis dans toute la région du Golfe. Les États-Unis ont commis une erreur en menant une guerre illégale, une attaque belliqueuse illégale, un changement de régime illégal. Nous avons fait une erreur et nous nous sommes fait remettre notre armée en pièces sur un plateau en Afghanistan. Force aérienne, marine nationale, peu importe. Toutes les manières dont nous avons tenté de gérer l'Iran militairement ont été des échecs. Donc cela devrait être terminé. Nous devrions aller à la table en disant « Bon, quel est le minimum que tu peux me donner pour que je n'ai pas l'air d'un perdant total ?» C'est ce que nous devrions dire. Mais au lieu de cela, nous continuons à formuler des exigences et à déplacer des forces, des effectifs humains, à ce stade, dans la région. La manière dont nous avons mené nos guerres de plus en plus au cours des 20 dernières années ressemble beaucoup à celle dont les FDI mènent les leurs. Il n'y a aucune préoccupation pour les pertes civiles. Si vous voulez atteindre une cible et qu'elle se trouve dans un bâtiment, vous faites s'effondrer le bâtiment sur elle et sur un millier d'autres personnes s'il y en a autant, et vous ne vous en souciez pas. Ce sont pour vous des pertes acceptables. C'est l'attitude israélienne, car leurs ennemis ne sont pas considérés comme humains selon la doctrine israélienne. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir une invitée exceptionnelle, la lieutenant-colonel Karen Kwiatkowski. Pendant son passage au département de la Défense, elle a été témoin de première main des processus internes qui ont façonné la politique étrangère des États-Unis à l'approche de la guerre en Irak. Elle a ensuite révélé ses expériences à travers ses écrits et ses interventions publiques. Depuis qu'elle a quitté la fonction publique, Karen est devenue une voix importante sur les questions de guerre, de renseignement, de liberté civile et de responsabilité gouvernementale. Karen, bienvenue dans l'émission et merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Je suis absolument ravie de vous accueillir dans l'émission. Je suis un grand admirateur de votre travail depuis longtemps, comme nous venons de le dire, et je suis vraiment heureux de vous avoir ici aujourd'hui. Il se passe beaucoup de choses et nous avons énormément de sujets à aborder. Peut-être pourrions-nous commencer par le premier point à l'ordre du jour cette semaine. Ce week-end, comme certains l'avaient prédit, les négociations entre les États-Unis et l'Iran se sont effondrées et le président Trump a ordonné un blocus de l'Iran à partir du lundi 13 avril. Quelle est votre évaluation de la manière dont l'administration Trump a géré les négociations à Islamabad? Oui, ils ont envoyé un autre homme à la tête, le vice-président J.D. Vance. Et Vance, auparavant, avait plutôt été une voix hésitante, pas vraiment favorable à la guerre. C'était certainement sa réputation avant l'élection de l'année dernière. Mais il était accompagné des deux mêmes meilleurs amis de Trump, des parents agents immobiliers, que Trump a toujours fait participer à toutes ces négociations de guerre, y compris avec l'Ukraine auparavant. Donc, ces deux hommes, Witkoff et Kushner, sont venus avec lui un peu comme des gardes du corps idéologiques peut-être pour J.D. Vance. Cela montre donc que cette négociation ne serait pas différente des précédentes. Ce serait soit une imposture, soit une série d'exigences infranchissables sans réelle diplomatie. Car aucun de ces trois hommes n'est diplomate. Apparemment, il y avait un grand groupe d'assistants, des membres du département d'État américain, qui sont également venus, mais ils sont manifestement arrivés sans préparation et sans documents. Bref, toute l'affaire semblait être une mise en scène,
un effort diplomatique frauduleux, malgré le fait que je pense que les Pakistanais, les Iraniens et d'autres l'ont pris au sérieux et espéraient vraiment qu'on pourrait faire quelque chose. Mais je pense que J.D. Vance a tout révélé à la fin des soi-disant 21 heures, avec quelque chose comme entre 12 et 20 appels téléphoniques à Trump. À chaque petite étape, vous savez, J.D. Vance n'était pas en phase avec Trump parce qu'il ne savait pas ce que Trump voulait. Et bien sûr, personne ne sait ce que veut Trump, car cela change d'un moment à l'autre. Quoi qu'il en soit, lorsque J.D. Vance a parlé, je ne sais pas si c'était à Islamabad sur le chemin du retour ou à son arrivée, il a dit « Nous avons formulé nos exigences et ils les ont refusées. » Eh bien, c'est tout ce qu'il faut savoir. On n'entre pas dans des négociations avec une liste d'exigences en s'attendant à une conformité totale, même si ces exigences sont raisonnables. Ce n'est pas une approche diplomatique. En réalité, nos exigences ne sont pas raisonnables pour plusieurs raisons. Nous pourrions toutes les passer en revue. Mais la principale raison pour laquelle elles ne le sont pas, c'est que nous ne négocions pas en position de force. L'Iran, lui, négocie en position de force. Ce sont eux qui contrôlent tout le trafic entrant et sortant du détroit. Ce sont eux qui ont décimé les installations militaires des États-Unis dans toute la région du Golfe. Ce sont eux qui nous ont amenés à vraiment épuiser nos missiles air-sol à courte, moyenne et longue portée, et une partie de l'équipement que nous avons dans la marine a été épuisée. Et ce sont des éléments que nous ne pouvons pas facilement reproduire. Nous ne pouvons certainement pas les reproduire à bas coût ni à temps pour les rendre rapidement opérationnels. Ainsi, dans une situation d'équilibre des puissances, l'Iran détient les cartes. Il est d'ailleurs intéressant de noter que c'est exactement le contraire de ce qu'a dit J.D. Vance. Vous savez, nous avons toutes les cartes, vous n'en avez aucune, nous faisons des exigences. Vous obéirez. Ce n'est pas une négociation. Et si c'est le nouveau modèle des relations internationales, alors il n'y aura plus de relations internationales, il n'y aura que la guerre. Absolument. Absolument. Et je pense que c'est vraiment de la coercition dans toute sa splendeur. Vous savez, en termes militaires, en termes diplomatiques, ce qui, on peut le dire, n'est pas le point fort de l'administration Trump, et bien sûr sur le plan économique également. C'est simplement de la coercition, pratiquement toute la journée, tous les jours, envers les alliés, comme envers les États non alignés. Ce sont des menaces. Vous savez, Trump est bien connu pour ses publications sur Truth Social, ses publications sur X. Il aime vraiment menacer et c'est quelque chose qui lui est associé depuis toujours. Je veux dire, cela fait partie de son personnage et c'est ainsi qu'il a dirigé son entreprise immobilière. C'est un peu un business de brute, on y va en force. Je me souviens quand il avait des ennuis à propos de prêts bancaires ou quelque chose du genre et qu'on disait qu'il avait surestimé la valeur de ses biens immobiliers. Et sa défense était, eh bien, tout le monde surestime la valeur de ses biens immobiliers pour obtenir un prêt. C'était sa défense. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais cette idée de menacer, d'essayer de créer un personnage qui détient tout le pouvoir et intimide, c'est un processus d'intimidation. C'est vraiment le seul outil que Trump maîtrise réellement. Et une partie de son comportement, je pense, l'a rendu populaire auprès des électeurs marginalisés. Il s'est présenté 3 fois à la présidence, il a été élu une fois et presque élu la 2e fois. Mais les gens qui se sont ralliés à Trump, et je veux dire, j'étais moi-même un partisan de Trump à l'époque, ceux qui se sont ralliés à lui étaient ceux qui se sentaient exclus de la structure de pouvoir élitiste de ce pays. Maintenant, Trump, bien sûr, fait partie de cette structure de pouvoir élitiste. Mais il s'est présenté comme quelqu'un qui représenterait le peuple, ramènerait les troupes à la maison, mettrait fin aux guerres et consacrerait les grandes ressources des États-Unis à notre propre pays, afin que nous puissions en être à nouveau fiers et prospères.
Alors les gens ont aimé ce message. Mais apparemment, Trump n'était pas sérieux à ce sujet. Il ne l'était pas du tout. Il a continué à être Trump sur la scène mondiale. En gros, il a le sentiment que maintenant il est président, et il l'a déjà été auparavant, mais que cette fois, il est vraiment président, n'est-ce pas? Parce qu'il a remporté le collège électoral et le vote populaire. Donc c'est comme un mandat fantasmé. Et il peut faire tout ce qu'il veut. Et ce qu'il veut faire et ce qu'il sait faire, c'est menacer, contraindre, mentir, faire des déclarations grandioses. Et voilà, c'est ce qu'il nous reste. C'est une honte pour l'Amérique. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Iran est soumis à des sanctions occidentales depuis des décennies et qu'il a pourtant réussi non seulement à survivre, mais aussi à se transformer en un acteur militaire puissant. Il semble que les discussions entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad aient été une occasion pour Trump de désamorcer la situation, de redescendre l'échelle de l'escalade, mais il a choisi de faire le contraire. Il a choisi d'intensifier l'agression et de se diriger vers une guerre plus large. Alors, le blocus du détroit d'Ormuz par Trump est-il un acte de pur désespoir, ou bien se prépare-t-il à une nouvelle phase de guerre, à une escalade supplémentaire? Oui, c'est une question vraiment difficile car il est très compliqué de comprendre ce qu'il pense. Il me semble que Trump est désespéré. En réalité, il lui reste très peu d'options. Sa boîte à outils se résume essentiellement à la coercition, à l'usage de la force militaire, aux menaces et aux sanctions économiques. Et clairement, même si les sanctions économiques ont nui à l'Iran pendant des décennies, l'Iran en est sorti plus fort. Le pays est devenu plus économiquement indépendant. Il a développé des alliances et des amitiés au-delà de l'Occident, ce qui est très important à mesure que le monde devient multipolaire. Une très bonne chose en réalité. Et l'Iran a réussi à le faire. Il a aussi eu l'avantage d'observer notre manière de combattre. Ils s'y sont donc préparés. Ils connaissent nos faiblesses. Et vous savez, on ne frappe pas son ennemi là où il est fort, on le frappe là où il est faible. L'Iran a agi de manière très avisée à cet égard, certainement au cours des 40 derniers jours environ. Ainsi, voir Trump, en un sens, Trump fait le contraire de ce que recommanderait Sun Tzu. Au lieu de frapper l'ennemi là où il est faible, il le frappe avec ce blocus là où il est incroyablement fort. Car, bien sûr, le détroit d'Ormuz, il y a un grand débat. S'agit-il d'eau internationale ou d'eau omanaise et iranienne? Il ne fait que 22 000 nautiques de large, ce qui le place dans les zones économiques exclusives à la fois d'Oman et de l'Iran. Donc, en théorie, s'ils avaient voulu faire cela il y a 50 ans, ils auraient pu conclure un accord avec Oman et dire « Voici notre accord ». C'est un peu comme le canal de Suez. Vous savez, l'Égypte gagne 8 milliards de dollars par an ou plus grâce aux droits de transit du pétrole. Les pays qui ont des oléoducs, vous savez, les États-Unis en ont, le monde construit des oléoducs énergétiques, perçoivent des droits de transit. Nous le savons bien avec l'Ukraine, une grande partie de ses revenus avant la guerre et même après provient de ces droits de transit. Ce n'est donc pas un concept inhabituel, c'est un concept de libre marché. L'Iran, en appliquant essentiellement un principe très courant et compréhensible, n'a pas fermé le détroit, mais a sanctionné ceux qui se battent contre lui. Et si vous réfléchissez à la manière dont les Américains réagiraient, que ferions-nous dans une situation similaire? Nous serions attaqués et bombardés. Oh, pardon, notre direction serait décapitée par des soi-disant opérations d'assassinat ciblées qui ne le sont pas tant que ça puisqu'elles tuent toute la famille ou tout l'immeuble juste pour atteindre un dirigeant politique. Très bien. Donc si nous étions confrontés à ce genre de choses, pensez-vous que nous permettrions à nos ports d'être utilisés par le pays qui nous bombarde? Nous trouverions cela insensé? Nous dirions, eh bien sûr que non. Mais c'est ce que fait l'Iran.
Et bien sûr, ils ne bougent pas de toute façon, ils ont été attaqués. Tu sais, ce n'est pas comme s'ils avaient cherché la bagarre. Ils n'ont pas cherché la bagarre, ils ont été attaqués alors qu'ils se défendaient. Ils ne bougent pas. Les 93 millions d'Iraniens ne vont nulle part. Ils restent là. C'est leur pays et ils vont le défendre quoi qu'il en soit. Alors Trump en ajoutant « Eh bien, je suppose un blocus purement américain, puisque personne ne va nous aider avec ce blocus. Même les Israéliens ne vont pas envoyer de navires là-bas, s'ils en ont même d'adaptés. Donc c'est un blocus exclusivement américain. Eh bien, c'est dans le golfe Persique, mais à l'extérieur du détroit, n'est-ce pas? Parce que nous ne pouvons pas vraiment nous approcher avec nos navires ou notre porte-avions. Vous savez, notre porte-avions, le Lincoln, est là, mais en réalité, il n'est pas vraiment là. Il se trouve à environ 1000 milles nautiques, peut-être 800 milles nautiques du détroit d'Ormuz. Pourquoi? Eh bien, à cause de la menace des missiles, de la menace des torpilles. Ils ne vont pas risquer le porte-avions. Apparemment, 2 cuirassés étaient plus proches du détroit, essayant, je suppose, de le traverser ou quelque chose comme ça, et ils ont été refoulés. D'après ce que je peux en dire, en écoutant, puisque c'était pendant le week-end, les communications radio entre le cuirassé américain et qui que ce soit, le patrouilleur ou l'officier naval iranien, on leur a dit qu'ils seraient pris pour cible. Et ils sont partis parce qu'ils ne voulaient pas être attaqués. Donc, c'est un équilibre des pouvoirs. Et au milieu de tout cela, Trump exige que la marine américaine impose un blocus. C'est presque comme s'il demandait l'impossible, ce qui, curieusement, dans l'immobilier, comme la façon dont Trump fait de l'immobilier avec ses hôtels et tout le reste, est une bonne chose. On veut dire, je veux construire un immeuble plus haut que tous les autres. Je veux un bâtiment qui ait quelque chose qu'aucun autre n'a. Et l'architecte dira, je ne suis pas sûr, cela peut être impossible. Et le promoteur répond, construisez-le pour moi, n'est-ce pas? Voilà, et parfois ça marche. Cela fonctionne souvent dans l'immobilier. Dans les opérations militaires, c'est de la fantaisie. On ne demande pas l'impossible. On se prépare à la victoire par tous les moyens possibles, bien sûr. Mais cela doit rester dans le domaine du réel, de la vérité, des réalités et des possibilités opérationnelles. Ce n'est pas comme dire « Bon, on va planifier un blocus en espérant avoir de la chance et peut-être empêcher un navire de passer. » D'accord, donc sur le plan pratique, cela n'a aucun sens. Mais il y a aussi d'autres problèmes, car évidemment l'Iran n'a pas fermé le détroit. Il ne l'a fermé qu'aux alliés des États-Unis et à Israël. Ce sont les principaux navires qui ne passent pas. Les autres bateaux peuvent passer s'ils paient un droit de transit avec l'autorisation du gouvernement iranien. Mais une grande partie de ce qui passe va vers l'Asie, n'est-ce pas? Et le grand, évidemment, acteur dominant en Asie, c'est la Chine. Donc, en un sens, en bloquant le détroit d'Ormuz, est-ce un acte de guerre contre la Chine? Parce que j'ai un peu l'impression que oui, j'ai un peu l'impression que c'est une sorte d'acte de guerre indirect contre la Chine. Mas, ce qui est quelque chose dans lequel les États-Unis ne pourront jamais l'emporter à aucun moment dans l'avenir, je le crois. Mais c'est aussi quelque chose contre lequel nous ne pouvons rien faire pour l'instant. Vous savez, nous empruntons, nous expédions depuis la Corée du Sud, le Japon. Nous demandons à tous nos alliés asiatiques d'envoyer leurs armes au Moyen-Orient pour que nous puissions bombarder l'Iran. Et maintenant, il ajoute à ce cauchemar logistique, il ajoute ce prétendu blocus. Donc c'est difficile pour moi à comprendre, mais je ne pense pas qu'il soit possible pour les États-Unis de mener ce blocus. Je pense que c'est très risqué pour la marine américaine de le faire parce que je crois que nous allons sacrifier des vies. Nous pourrions perdre un navire et nos navires ont déjà été touchés. C'est donc une réelle possibilité. Et puis, bien sûr, si cela arrive, quelle sera la réaction de Trump ou quelle sera la réaction de la marine?
Parce que je pense, et peut-être que tu voulais en parler, que le commandement militaire américain, tu sais, nous perdons des gens. Certains sont renvoyés, et ils le sont peut-être parce qu'ils refusent d'obéir aux ordres. Nous ne connaissons pas les personnes haut placées, mais nous rencontrons beaucoup de difficultés dans les rangs à tous les niveaux de l'armée, à comprendre ce que le président Trump leur demande de faire, car c'est vraiment impossible. Et peut-être devrions-nous faire une loi. Ne jamais élire un magnat de l'immobilier comme président. Plus jamais. Ce serait une bonne idée, oui. Je veux dire, il a réussi à demander l'impossible. Mais lorsqu'on mène ce que je considère comme une guerre illégale, une guerre d'agression, ce que sont nos attaques contre l'Iran, la guerre actuelle est totalement non provoquée. Elle repose sur de fausses hypothèses et des mensonges provenant principalement d'Israël et du Mossad, de fausses informations destinées à piéger Trump et à lui faire croire que ce serait facile. Ce sera comme le Venezuela, aucun problème. Et nous contrôlerons le pétrole, ce que Trump adore entendre. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Et il n'a pas les moyens de comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas. Il pense « Oh, eh bien, ça ne marche pas parce qu'on aurait dû imposer un blocus plus tôt. » Eh bien, la marine américaine est incapable de le faire, à moins que vous ne vouliez simplement larguer quelques bombes nucléaires au milieu du détroit d'Ormuz, contaminer toute la zone et anéantir 20% du pétrole mondial, du gaz, des engrais et des millions de personnes. Si c'est ce que vous voulez faire, bien sûr, vous pouvez bloquer le détroit. Mais évidemment, je ne pense pas qu'il envisage cela, du moins je l'espère. Sinon, c'est impossible. C'est donc très inquiétant qu'aucun militaire ne le lui dise. Et je pense que ceux qui l'ont fait ont peut-être été renvoyés. Voilà où nous en sommes. D'accord. Et l'Iran a déjà enduré 6 semaines de guerre contre les États-Unis et Israël à ce stade. Israël est la principale puissance militaire du Moyen-Orient. Les États-Unis sont bien sûr une grande puissance, mais l'Iran a tenu 6 semaines de guerre contre les États-Unis et Israël et il est désormais en position de force. L'Iran a clairement indiqué qu'il s'agissait d'un combat existentiel pour lui, tandis que les États-Unis mènent cette guerre par choix pour servir les intérêts d'un acteur étranger, Israël. Je pense que tout le monde peut s'accorder là-dessus aujourd'hui. Mais en imposant un blocus du détroit, Trump fera grimper les prix de l'essence pour les Américains et bien sûr dans le monde entier, ce qui aggravera encore sa situation politique intérieure. Sa cote de popularité est au plus bas. Alors, quelle est sa stratégie finale, à seulement 6 mois des élections de mi-mandat? Oui, et lui, c'est un homme politique, il comprend probablement mieux la politique que la stratégie militaire. Donc peut-être qu'on peut penser qu'il prendra une décision politique pour lui-même, une meilleure décision. Je pense que Trump aime menacer puis se rétracter. Tu sais, on l'appelle Taco Trump, non? Il se dégonfle toujours. Mais c'est pas vraiment se dégonfler, même s'il le fait. Il n'a aucun problème à se contredire sur ses positions et clairement, ça a dérouté les gens, surtout l'année dernière. Tu vois, il fait ceci puis cela. C'est un enchaînement constant de revirements. Il est capable de faire ça. Donc, il pourrait déclarer la victoire. Il pourrait dire, vous savez quoi, j'ai bloqué le détroit. Je veux dire, combien d'Américains savent ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz ou ailleurs en dehors de nos frontières, n'est-ce pas? Nous ne savons pas vraiment. Nos médias sont très isolés de la réalité et les Américains n'en ont aucune idée. Donc Trump pourrait très facilement faire un nouveau revirement. Bon, nous avons imposé un blocus sur le détroit, tout va bien et j'ai décidé de permettre à l'Iran de survivre. Nous allons rouvrir le détroit et vous verrez les prix de l'essence baisser dans quelques semaines. Ce qui, bien sûr, est faux. Les perturbations économiques que cela a provoquées au cours des 6 dernières semaines sont bien trop importantes pour être normalisées.
Même si tout revenait à un commerce totalement libre, équitable et pacifique, pas de guerre, rien de tout cela, il faudrait encore des mois et des mois pour que cette perturbation se résorbe dans le système. De très très gros problèmes. Donc il n'y aura pas de baisse instantanée des prix de l'essence. D'accord, cela n'arrivera pas. Mais Trump pourrait se rétracter dans le but d'essayer d'augmenter sa popularité. Le problème, c'est que Trump ne se rend pas compte qu'il est impopulaire. Si l'on écoute ce qu'il dit et ce que les gens autour de lui racontent, il est exceptionnellement populaire, n'est-ce pas? Le mouvement MAGA est uni et fort. C'est ce qu'on lui dit. Que ses partisans le soutiennent à 100% parce qu'il a tenu ses promesses. Il fait toutes ces choses. Il ne semble pas comprendre la colère suscitée par cette guerre non provoquée et illégale qui coûte 2 milliards de dollars par jour. Il ne semble pas comprendre que les Américains ne sont pas intéressés à donner 1,5 billion de dollars au Pentagone pour rien, car la majeure partie de cet argent ne redescend pas vraiment dans les communautés, contrairement à ce qu'on prétend. Vous savez, on dit toujours « Oh, si vous achetez une arme, un district du Congrès ou une région des États-Unis en profite. » Mais la plupart des bénéfices restent à Washington. Et tout le monde le sait, plus ou moins, aujourd'hui. Donc, ce n'est pas vraiment un bon investissement d'acheter du matériel militaire. Et les Américains sont très préoccupés par l'économie. Nous sommes vraiment dans une longue récession. Nous sommes en récession. Je pense que même pendant les années Biden, les chiffres montraient que c'était une récession et les chiffres disent que c'en est une maintenant. Ils avaient simplifié notre définition de la récession. Mais la façon dont les gens se sentent est très récessionnaire et cela pourrait glisser vers une situation de dépression. Les répercussions économiques nuisent aux Américains. Donc, ils sont mécontents. Si l'on pense aux tendances politiques, la première élection après une élection présidentielle montre généralement des gains pour le parti d'opposition au Congrès. C'est simplement comme ça, peu importe qu'il s'agisse des républicains ou des démocrates. Donc, cela joue contre lui. Sa popularité est inférieure à 30% et il a perdu une grande partie du mouvement MAGA, même s'il ne le croit pas. Il pense qu'il est à 95% de popularité parce que les gens autour de lui sont des courtisans. Ils lui disent « Oh, c'est la meilleure chose depuis l'invention du pain tranché !» Eh bien non, il est impopulaire. Sa popularité est en chute. Et nous subissons un terrible impact économique dû à la hausse des prix de l'essence, à la hausse des prix de l'énergie et au fait que le pays ne s'est jamais vraiment remis de l'état de récession dans lequel il se trouve depuis probablement 5 ou 6 ans. Je veux dire, une période de récession lente, je suppose que c'est ce qu'on appelle parfois la stagflation, quelque chose de ce genre. Tous ces facteurs laissent penser que les républicains, qui ont une majorité d'un seul siège au Congrès, un seul représentant, en gros, et au Sénat, je crois que c'est 2 ou 3, sont en difficulté. Les données prévisionnelles indiqueraient qu'il va perdre le Congrès de manière spectaculaire. Et si l'on regarde les élections locales qui ont lieu tout au long de l'année, ainsi que les primaires, elles se passent très bien pour les démocrates, très mal pour les républicains, et extrêmement mal pour ceux qui soutiennent Trump. Je veux dire, il y a certains républicains qui disent « Je ne soutiens pas ces politiques » et ils s'en sortent mieux. Nous avons l'élection d'Orban, qui, tu sais, est un grand partisan de Trump, non? Un grand partisan d'Israël, un grand partisan de Trump. Et bien sûr, en Hongrie, cette élection a été manipulée par l'UOMA, qui n'aime pas Orban parce qu'il met son veto à ce qu'ils veulent faire. Mais en même temps, c'était une défaite écrasante. Cette élection a été une défaite écrasante. Il a perdu, l'autre candidat a obtenu 67% ou 70%. C'était un rejet décisif du Trumpisme, des politiques pro-israéliennes, des politiques de guerre. Je te le dis, ça ne sent pas bon. Donc Trump est isolé de ces informations. Mais s'il l'est,
Et je pense qu'il l'est. S'il en prend conscience, il peut rapidement, dans les limites de sa propre réputation, se rétracter. Il peut mettre fin à cette guerre, se retirer et dire « D'accord, il est temps d'essayer de faire élire des républicains. » Mais comme tu l'as dit, on s'en approche de plus en plus. Je veux dire, on est presque en mai. Tu sais, c'est déjà le vote anticipé dans la plupart des États. Je sais qu'en Virginie, le vote anticipé commence à la mi-septembre. Alors tu vois, est-ce qu'il accorde de l'importance au fait de ne pas être destitué? Pense-t-il que tout ira bien? Qu'il sera simplement un président en fin de mandat avec un congrès extrêmement hostile? Est-ce que cela le dérange? Et encore une fois, on n'en sait rien. Un politicien normal s'en inquiéterait. Tu sais, moi, je ne sais pas. La seule chose qui nous sauve, c'est que Trump est fou, parce qu'il est fou. Il pourrait très bien se réveiller un matin, peut-être demain, 24 heures après son soi-disant blocus, et dire « Ça a très bien marché, nous avons gagné. J'ai passé un coup de fil. » Vous savez, toutes ces choses qu'il peut prétendre, puis rapatrier les troupes. Et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas optimiste. C'est parce que si vous regardez, et vous avez probablement déjà regardé une partie de cela, mais si vous avez vu les vols de C-5, C-17, C-130 partant de diverses bases de l'armée aux États-Unis et en Europe, affluant vers le Moyen-Orient, principalement du côté méditerranéen, là où ils ne peuvent pas être abattus, parce que beaucoup de nos bases plus proches de l'Iran sont inutilisables, vous pouvez voir ce qui se passe. Mais non, il envoie des troupes. Et on a déjà eu l'exemple du week-end dernier, non? Je ne sais pas. Tu te souviens de ce soi-disant sauvetage de 2 aviateurs anonymes, un officier d'armement et un pilote? On les a sauvés. Ils se sont éjectés. L'un avait le pied cassé ou quelque chose comme ça. On n'a pas eu une seule interview dans les médias avec ces types, ces héros de la nation américaine, n'est-ce pas? On a littéralement perdu 17 appareils pour les récupérer. Et toujours pas une seule interview. Ce n'était pas principalement une opération de sauvetage. Je ne suis même pas sûre qu'ils aient réellement sauvé qui que ce soit à ce stade. Mais c'était certainement une tentative de violer le territoire iranien, probablement autour d'Ispahan, tu sais, pour collecter certaines. Donc, c'est un échec militaire, non? Nous en avons eu plusieurs. Mais celui-ci est essentiellement un échec des forces spéciales ou de l'infanterie. Notre marine a déjà échoué, car elle n'est pas capable de gérer des manœuvres simples. L'armée de l'air a bombardé l'Iran sans relâche, sans pour autant avoir d'impact, ni même ralentir le déluge de missiles qui s'y abattait, sauf pendant le cessez-le-feu, qui survenait 4 fois par jour. Et le Hezbollah, bien sûr, n'a pas été affecté non plus. Ils sont très résistants. Les Houthis Ansar Allah n'ont même pas encore vraiment pris part à la guerre à ce stade. Ils ont simplement déclaré, je pense, qu'ils étaient prêts à le faire. Donc, échec de l'armée de l'air, échec de l'armée de terre, échec du renseignement, d'accord? Échec de nos alliés à se joindre à nous. Et maintenant, si l'on considère que ce raid raté sur Ispahan le week-end dernier est une sorte d'échec sur le terrain, avec des troupes au sol, une personne normale dirait « c'est vraiment grave ». Je veux dire, comment allons-nous, tu vois? Il faut qu'on arrête ce qu'on fait, parce qu'à chaque fois qu'on agit, on se heurte à un mur. Et pourtant, envoie massivement la 82e division aéroportée, les forces spéciales et l'armée régulière dans la région. C'est donc très préoccupant, c'est très préoccupant. Et encore une fois, les gens qui entourent Trump sont des idéologues. Ce ne sont pas des militaires. Ils n'écoutent pas ces véritables responsables du renseignement. Ils n'écoutent pas ces militaires honnêtes. Le soi-disant secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, est totalement incompétent, bien sûr, pour diriger l'organisation ou pour diriger n'importe quelle organisation. Il est handicapé de ce point de vue, en matière de leadership. C'est un pur sycophante. Mais c'est aussi un idéologue nationaliste chrétien en plus. Donc vous savez, quand on a affaire à des idéologies aujourd'hui,
La logique passe parfois par la fenêtre. Donc je pense, enfin ce que je veux dire, pour faire court, c'est que si l'on regarde tout cela logiquement, les États-Unis ont commis une erreur en menant une guerre illégale, une attaque belliqueuse illégale, un changement de régime illégal. Nous avons commis une erreur et nous venons de nous faire remettre nos fesses militaires sur un plateau. Armée de l'air, marine, peu importe. Toutes les façons dont nous avons tenté de gérer l'Iran sur le plan militaire ont été des échecs. Donc, cela devrait être terminé. Nous devrions aller à la table en disant « Bon, quel est le minimum que tu peux me donner pour que je n'ai pas l'air d'un perdant total ?» C'est ce que nous devrions dire. Mais au lieu de cela, nous continuons à formuler des exigences et nous déployons des forces humaines à ce stade dans la région. La prise de décision normale, logique, opérationnelle qu'une armée adopterait, qu'un politicien informé et rationnel adopterait, n'est pas appliquée ici. Et c'est pourquoi je trouve stupéfiant d'essayer de comprendre ce que fait Trump et de l'expliquer. C'est presque impossible à expliquer en termes logiques. Cependant, en termes idéologiques, ou même en termes de chantage, tu sais, est-ce qu'il est vraiment victime d'un chantage de la part d'Israël? C'est certainement une possibilité. Il y a aussi un autre aspect, et c'est quelque chose dont on ne parle presque jamais. Je veux dire, les Américains ordinaires, nous essayons de survivre, n'est-ce pas? Les Américains ordinaires vivent d'un salaire à l'autre. Je pense que la plupart d'entre eux n'ont même pas $400 à la banque pour une urgence. C'est ce que les statistiques nous disent sur la façon dont la plupart des Américains s'en sortent. Ce n'est pas bon. Trump. Donc nous ne nous inquiétons pas des 39 000 milliards de dettes. Cela ne semble même pas réel pour la plupart des Américains. Nous ne savons pas ce que cela signifie. Nous aimerions juste en avoir un peu. Tu sais, est-ce que je peux avoir un peu plus de dette? Parce que nous vivons à crédit. Maintenant, Trump a entendu son secrétaire au Trésor actuel et il a aussi entendu l'ancien secrétaire au Trésor. Et tu sais, ils alternent entre ce poste et celui de président chez Goldman Sachs, non? Voilà donc le monde de l'élite dans lequel nous vivons. Jamie Dimon, qui était l'ancien secrétaire au Trésor, et les deux ont soufflé à l'oreille de Trump en se plaignant de problèmes financiers, pas seulement liés au dollar et aux bons du Trésor, mais aussi à tout ce qui touche au papier commercial, tu vois, tout ce dans quoi les Américains investissent. Pas les Américains moyens, mais tout ce dans quoi les gens de l'argent en Amérique investissent. Et l'énergie alimente une grande partie de tout cela. L'idée du pétrodollar, le dollar comme principale monnaie de réserve, ce qu'il est toujours, même si cela diminue depuis une vingtaine d'années. Ce sont les préoccupations de Jamie Dimon, de M. Bessette et d'autres, et ils en parlent à Trump. Ils lui disent « Trump, il faut relancer la production d'énergie et nous devons empêcher les Iraniens de commercer le pétrole et le gaz ou de percevoir leurs paiements en yuan ou en crypto-monnaie car cela contourne le système du dollar américain. Cela contourne SWIFT. C'est un problème. » Et donc Trump, l'idiot qu'il est, a dit « Oh, voilà une raison de plus pour laquelle je dois contrôler le détroit d'Ormuz afin de pouvoir garantir… » Et vous savez, une partie de ce dont il a menacé les Iraniens, enfin, en réalité, il a menacé le monde entier. Il a dit, si vous payez… Enfin, j'ai trouvé ça très étrange. Il n'a pas simplement dit, nous n'allons pas laisser passer les navires à moins que nous ne le décidions, ce qui reviendrait à faire ce que les Iraniens avaient déjà fait, en plus de ce qu'ils avaient déjà accompli. Il a dit, quiconque paie un droit de passage illégal en crypto-monnaie, en yuan ou dans toute autre devise, nous viendrons vous chercher en haute mer. Il a dit ça. Nous arrêterons votre navire, nous saisirons votre pétrole ou tout ce que vous avez acheté. Et c'est généralement du pétrole qui en sort, parfois de l'engrais. Nous prendrons cela comme notre butin, je suppose, et nous punirons le navire. Nous le mettrons sous séquestre.
Donc, c'est une guerre que Trump a déclarée en réalité à la majeure partie du monde. Il dit que si vous avez payé ce que les États-Unis considèrent comme des frais illégaux, et vous savez, c'est tellement contraire au libre marché que ça en donne la nausée, parce que qu'est-ce qu'un frais illégal, au fond? Si deux personnes se mettent d'accord sur quelque chose, vous savez, l'assurance est tellement élevée pour commercer en passant par le détroit d'Ormuz. Les gens qui ont besoin de pétrole, qui préfèrent un bon pétrole propre, vous savez, du Golfe Persique sont prêts à payer $1 ou 2. Ou, dans certains cas, comme au Vietnam ou en Thaïlande, ils n'ont rien payé. Ils ont simplement dit « nous sommes vos alliés » et ils sont passés sans frais. Mais ce sont deux parties qui s'entendent pour échanger des biens qu'elles produisent. Maintenant, les Saoudiens peuvent dire « Eh bien, nous produisons le pétrole et nous n'avons pas touché les droits de transit. » Mais ils utilisent un détroit très étroit. Et ils ont aussi tiré, depuis l'Arabie saoudite, que ce soit des Américains ou des Saoudiens, et je pense que c'était les deux, ils ont tiré contre l'Iran. Donc c'est une situation de guerre. Il n'y a absolument rien d'anormal là-dedans. C'est exactement comme les choses peuvent fonctionner tant que les parties sont d'accord. Et Trump a maintenant dit non, vous ne pouvez pas faire tout ça, vous devez faire ce que je vous dis. Et au fait, il voulait choisir le prochain ayatollah. Vous vous souvenez de ça au début? Eh bien, lui aussi voulait en être un. Il a dit qu'on lui avait proposé une propriété. C'est ça. Et maintenant, il a même aimé l'idée à un moment donné dans son esprit un peu fou. Il aimait l'idée que les Iraniens fassent payer un péage. Il a dit « Je veux en faire partie. Ce sera un péage irano-américain conjoint. » Et moi, je lui dis « L'Amérique, c'est à l'autre bout du monde. Nous ne possédons rien de tout ça. » Je ne sais pas trop. Bref, désolée de m'étendre autant, mais c'est très confus et j'essaie encore de comprendre tout ça moi-même. Non. Je pense que ce que vous venez de dire est très bien formulé et c'est aussi très déroutant. Chaque jour, on nous abreuve de toutes sortes de choses qui nous distraient, pour la plupart, des questions essentielles dont l'administration Trump cherche soit à détourner notre attention, soit qu'elle est tout simplement incapable de gérer. Et vous avez mentionné quelque chose de très intéressant. Nous sommes au milieu de cette guerre d'agression contre l'Iran, au profit d'Israël, et des soldats américains sont déjà, en quelque sorte, morts pour Israël. Pete Hegseth a récemment limogé plusieurs hauts commandants militaires. Nous sommes donc au cœur de cette guerre de choix. Et l'armée américaine est en pleine transformation. La guerre de Trump est clairement illégale, à la fois selon la Constitution américaine et selon le droit international, puisque le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas donné son approbation. Parlez-nous donc de la manière dont l'armée américaine perçoit cette guerre d'agression contre l'Iran et de l'état actuel des forces armées américaines. Oui, eh bien, c'est clairement en difficulté, et pas seulement à cause de sa performance dans cette bataille que Trump lui a imposée. Parce que tu sais, il est vraiment très difficile de gagner une guerre expéditionnaire contre un pays préparé, retranché, très intelligent, très industrialisé, de 93 millions d'habitants politiquement unis. C'est le dernier type de guerre que tu veux mener, parce que tu la perdras. Nous ne pouvons pas la soutenir logistiquement. Nous n'avons pas de soutien mondial. Il y a tout simplement trop de raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée. Mais Trump a fait cela. Trump a choisi cela. Et bien sûr, l'armée obéit aux ordres civils. Il y a quelques problèmes qui se profilent. L'un d'eux est la guerre pour Israël. C'était un grand sujet. Vous savez, Rubio nous a dit que nous avions fait cela parce que Israël nous y avait forcé ou avait besoin que nous le fassions, et c'est pour cela que nous l'avons fait. Ce n'est pas défendre l'Amérique.
Et le danger et la destruction que cette guerre ont causé jusqu'à présent ne donnent pas l'impression que nous nous battons pour l'Amérique. Trump a donc fait un très mauvais travail en tant que président pour expliquer au peuple américain et en particulier à l'armée qu'il s'agit d'une guerre pour défendre les intérêts de l'Amérique. Il n'y croit pas. Il ne fait pas non plus un très bon travail pour le vendre. Il part du principe que le commandement militaire et les soldats, aviateurs, marines, gardiens, peu importe comment on les appelle, sont tous des robots. Et ce serait bien. Peut-être qu'à l'avenir, tu sais, Palantir mènera nos guerres et nous aurons des robots pour les combattre, et ils feront exactement ce qu'on leur dit pendant un jour ou deux. Mais aujourd'hui, nous devons composer avec de vraies personnes, et ces vraies personnes ne sont pas convaincues, généralement pas convaincues, qu'il s'agit d'une guerre pour la défense de l'Amérique. Maintenant, nous y sommes. En général, ils ont un problème de communication. Ils ont le problème de l'illégalité. C'est un autre sujet précis. La manière dont nous avons mené nos guerres au cours des 20 dernières années ressemble de plus en plus à celle dont les FDI mènent les leurs. C'est-à-dire qu'il y a peu de considération pour les pertes civiles. Si vous voulez atteindre une cible et qu'elle se trouve dans un bâtiment, vous faites s'effondrer le bâtiment sur elle et sur un millier d'autres personnes, s'il y en a autant, et vous ne vous en souciez pas. Ce sont des pertes jugées acceptables. C'est l'attitude israélienne, car leurs ennemis ne sont pas considérés comme humains selon la doctrine israélienne. Un ennemi d'Israël n'est probablement pas juif, bien qu'il y ait sans aucun doute de nombreux juifs qui ne soutiennent pas le sionisme, mais pour Israël, ses voisins sont perçus comme sous-humains. C'est idéologique, c'est du racisme. Vous savez, nous en sommes tous conscients. Alors ils ne comptent pas ces pertes civiles. Mais cette culture n'a jamais fait partie de la culture américaine. Et dans la mesure où nous avons un passé marqué par le racisme historique, nous avons consacré énormément de temps, d'argent, d'énergie, de mouvements sociaux et de lois pour nous en éloigner. Nous voulons que toutes les personnes soient égales. En fait, même nos fondateurs, malgré leurs défauts, ont déclaré « tous les hommes naissent égaux », n'est-ce pas? Ils ont adopté cette idée. Les Américains l'adoptent aussi, et on nous l'enseigne. Tous les soldats de l'armée comprennent la primauté du droit, car nous sommes une république constitutionnelle. Ils comprennent la Constitution, pas forcément son contenu, mais le fait que ce document limite la folie des êtres humains, des hommes et des femmes. Ils savent aussi que nous avons le droit international. Vous savez, les procès de Nuremberg. Beaucoup de gens n'en savent pas grand-chose. Moi-même, je ne comprends pas tout des procès de Nuremberg. Mais je sais une chose. Quand j'entends quelqu'un dire « procès de Nuremberg », cela me rappelle que je ne faisais qu'obéir aux ordres « ne vous sauvera pas de la potence ». Si vous commettez un crime de guerre, si vous faites quelque chose d'illégal, si vous tuez des civils ou commettez toute autre action illégale, ce sont là les inquiétudes de nos soldats. Obéiront-ils à l'ordre du président et commettront-ils des crimes de guerre? Parce que c'est une guerre illégale. Elle n'a pas été déclarée constitutionnellement. Il n'y a aucune autorisation du Congrès pour cela. Il n'a même pas consulté le Congrès avant de décider de cette guerre. Ce n'est pas une guerre défensive, c'est une guerre illégale et agressive. Je veux dire, tous ces éléments, les soldats américains le savent, et ils se disent, eh bien, vous savez, c'est notre métier. Nous aimons nous battre. Mais serons-nous protégés? Serons-nous protégés légalement en faisant cela? C'est donc une grande question, mais il y a un autre problème par-dessus cela, et c'est aussi pourquoi je pense que nous voyons autant de généraux être limogés. D'abord, je veux parler des 3 dont Hags dit qu'ils ont été renvoyés tout récemment. D'autres renvois arrivent, d'autres départs à la retraite annoncés aussi. Mais il a renvoyé en une seule journée le chef d'état-major de l'armée.
un combattant, diplômé de West Point, un type plutôt solide qui a passé beaucoup de temps au Moyen-Orient. Il a également renvoyé le chef de ce qui était autrefois le commandement de la formation et de la doctrine de l'armée. Ce sont les personnes qui forment les troupes, les officiers et tout le reste. Ils sont responsables de la formation militaire, du développement intellectuel, du développement du leadership, ainsi que de la formation pratique, du recrutement, tout cela. Donc il a renvoyé ce type et on se dit « Oh, pourquoi aurait-il renvoyé ce type ?» C'est juste un bureaucrate, tu sais, qui gère des exercices et des programmes d'entraînement et des choses comme ça. Eh bien, il a renvoyé ce type et il a aussi renvoyé le chef des aumôniers de l'armée. Alors maintenant, il faut se demander, qu'est-ce que ces types ont en commun? Eh bien, ils sont tous en contact avec les soldats. Les aumôniers sont ceux vers qui on se tourne quand on a un problème, un dilemme moral, ou qu'on veut quitter l'armée pour des raisons de foi. Le statut d'objecteur de conscience, dont on voit le nombre exploser dans l'armée. Le responsable de la formation sait clairement de quoi nous sommes capables, sait à quoi nous nous préparons, et a probablement eu un désaccord avec une partie du matériel de formation et idéologique provenant de la direction de Pete Hegseth. Et il en va probablement de même pour eux. Nous n'en sommes pas certains. Mais quoi qu'il en soit, ils ont été renvoyés en pleine guerre que nous sommes en train de perdre. Le dernier type dont je me souviens, qui a renvoyé tous ses officiers importants en pleine guerre qu'il était en train de perdre, c'était Staline, au tout début, juste au moment où les Allemands ont envahi. Donc, encore une fois, c'est pas bon signe. L'un des gros problèmes, et c'est ce dont nous avons parlé plus tôt, avant l'émission, c'est le nationalisme chrétien et le sionisme chrétien qui sont encouragés et récompensés dans l'armée. Et je vais simplement te dire rapidement quelque chose que j'ai découvert ce week-end, que je ne savais honnêtement pas. J'ai passé 20 ans dans l'armée, dont 4 ans et demi au Pentagone, et je n'ai jamais rien vu de tel. Le plus religieux que nous avions, il y a 20 ans au Pentagone, à ma connaissance, c'était le petit déjeuner de prière annuel. Et bien sûr, il pouvait y avoir des groupes de prière à un niveau décentralisé, dirigés par des personnes sans que leurs supérieurs ne les autorisent ou ne les encouragent. Mais apparemment, tout cela a changé. Tout cela a changé maintenant. Il rassemble des milliers d'employés du Pentagone, y compris, je suppose, des sous-traitants, mais surtout des militaires et des civils au centre du Pentagone. Vous savez, le Pentagone a une sorte de cour au milieu. Autrefois, c'était plutôt comme un parc, mais c'est un peu plus aménagé maintenant. Quoi qu'il en soit, ils disposent d'un grand espace dans l'anneau central du Pentagone et ils y organisent au moins chaque semaine, voire plus souvent, des réunions de prière qui détournent toutes ces personnes de leur travail pendant les heures de service où elles assistent à des conférences, des prêches et ce genre de choses. Eh bien, on pourrait dire que c'est un peu comme les 7 habitudes des gens très efficaces. Je me souviens qu'on avait l'habitude d'inviter des conférenciers qui vous expliquaient comment mieux faire votre travail. Mais ce ne sont pas ce genre d'intervenants qu'ils font venir. Ils font venir des nationalistes chrétiens et des idéologues chrétiens, des gens comme ceux qu'on a déjà vus, qu'on connaît de la Maison-Blanche. Vous savez, Paula, comment déjà? La conseillère religieuse, Paula White, je crois. Oui, Paula White. Donc, ils font venir des gens qui parlent et prêchent dans le style de Paula White. C'est ce que j'appellerais du sionisme chrétien, du nationalisme chrétien. Bon, je suis pas un expert pour distinguer toutes ces nuances, mais je ne m'approcherai pas de Paula White. Paula White, à Pâques, à la Pâques non orthodoxe le week-end dernier, a essentiellement laissé entendre que Trump était Jésus lui-même. Vous savez, Jésus a été persécuté par ses ennemis, Trump est persécuté, et elle a continué encore et encore à ce sujet, ce que j'ai trouvé abject.
Mais bien sûr, Trump a publié aujourd'hui un message sur Truth Social le montrant vêtu comme une figure de Jésus, guérissant les malades, apportant la liberté sur terre et tout ce genre de choses. Donc, vous savez, je ne l'ai pas pris au sérieux pendant longtemps. Je me disais que la religion était à part. Je pensais, comme le dit la Constitution, que nous avons la liberté de religion et que l'État ne doit établir aucune religion. C'est ce que dit le premier amendement. Nous avons fait cela délibérément parce que nous avons appris. Nous ne voulions pas de l'Église d'Angleterre, qui était autant un instrument politique qu'un instrument religieux, lié au roi et ainsi de suite. Bref, nous avons la séparation de l'Église et de l'État à peu près partout, sauf au Pentagone. Et quand je dis le Pentagone, je parle des 26 000 ou 35 000 personnes qui y travaillent, mais aussi de chaque installation militaire. Parce qu'apparemment, ces rassemblements religieux ne sont pas obligatoires, mais on note qui y assiste et qui n'y assiste pas, ainsi que la raison invoquée pour une absence. Donc, si vous n'êtes pas venu parce que vous étiez malade et absent du travail ce jour-là, c'est différent du fait d'être dans votre bureau et de refuser de venir. Alors le sionisme chrétien, le nationalisme chrétien, ce type de sous-ensemble évangélique de l'idéologie protestante, ce n'est évidemment pas toutes les religions. Et les protestants, combien de dénominations protestantes différentes avons-nous? Beaucoup, n'est-ce pas? Au moins 200 variantes différentes. Cette variante-là, ce sous-ensemble radical de l'idéologie chrétienne, est imposé non seulement aux autres protestants et aux catholiques, d'accord? Il est imposé aux musulmans. Il est imposé aux juifs, à nos soldats et membres des forces armées juifs. Il est imposé à nos athées, à tout le monde, à nos agnostiques. Et combien de personnes, vous savez, déplorent que les gens ne vont plus à l'église de nos jours? Eh bien, beaucoup de gens dans ce pays se considèrent, et les sondages le confirment, comme spirituels, mais non affiliés à une religion. Alors, qu'est-ce que cela fait de moi? Vous savez, ils ne savent pas vraiment. Est-ce de l'agnosticisme? Je crois en Dieu, mais je ne vais pas à l'église, peu importe. Toutes ces personnes, et il y en a beaucoup dans l'armée, sont toutes regroupées sous ce parapluie idéologique. Bon, d'accord, ce serait acceptable si cela s'inspirait réellement des enseignements de Jésus, mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Cela s'inspire d'une religion étrange, une sorte de mélange de nationalisme israélien, de sionisme, et de l'idée que l'État d'Israël serait un signe religieux annonciateur de l'Armageddon, ce qui, d'une certaine manière, n'est pas totalement infondé. Mais aussi, l'idée que les États-Unis soient une nation particulièrement chrétienne. Eh bien, je ne sais même pas si c'est honnête de le dire, mais cette idée que l'Amérique a un rôle biblique à jouer et que ce rôle se joue ou devrait se jouer au Moyen-Orient. Et puis, on en arrive au livre de l'Apocalypse, très mal compris mais bien connu, où des rivières de sang couleront et toutes ces choses se produiront. Et ensuite, je suppose, Jésus reviendra. Eh bien, en fait, il est peut-être venu aujourd'hui, parce que j'ai vu une photo de Trump habillé comme Jésus Mjassmi. Donc, je sais qu'il est à la Maison-Blanche, alors vous savez peut-être que Jésus est revenu. On peut arrêter tout ça. Mais le vrai problème, c'est qu'une idéologie, qu'elle soit religieuse ou politique, est imposée à l'armée. Cela en soi est anticonstitutionnel. Cela en soi est intolérable dans une république telle que nous l'avons été. Vous savez, nous célébrons 250 ans d'indépendance depuis la déclaration d'indépendance. Les principes sur lesquels nous avons fondé l'Amérique ne sont pas une dictature religieuse, ni un totalitarisme religieux, ni des guerres de religion. Nous ne menons pas de guerre de religion. En fait, nous avons, bien sûr, utilisé la religion pour justifier nos guerres. Vous savez, souvenez-vous quand nous avons pris le contrôle de l'Empire espagnol? C'était pour apporter Dieu, et bien Dieu et l'or, peu importe, aux Philippines, pour leur apporter Dieu, et nous prendrions les ressources.
Et tout cela semblait bien, nous allions convertir les gens. Et ils étaient catholiques, donc déjà chrétiens, mais ils ne faisaient pas partie de cette éthique protestante. Cela circule donc comme une opinion minoritaire depuis des décennies, même depuis la fin des années 1800. Mais maintenant, on dirait que cela se formalise. Eh bien, vous pouvez imaginer, à la façon dont j'en parle, que je n'assisterai pas à ces réunions religieuses dans quelque partie que ce soit du Pentagone. Et je m'y opposerais certainement si on m'ordonnait d'y participer, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ressentent la même chose. Et je suis plus âgée. Il y a des jeunes qui ne vont pas à l'église ou qui ont une vision très cynique de certaines de ces idées religieuses et on les oblige à faire ça. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont engagés. C'est illégal. Et pourtant, dans l'armée, beaucoup de choses qui sont illégales dans le monde civil. Oui, elles le sont aussi dans l'armée, mais vous n'obtiendrez pas justice. Vous savez, on parle de beaucoup de choses parce qu'il faut remonter la chaîne de commandement. Eh bien, si votre chaîne de commandement commet le crime et que votre seul recours est de remonter cette même chaîne, c'est vous qui serez puni. C'est comme ça que ça se passe. Oui, bien sûr, il y a des inspecteurs généraux. Eh bien, l'une des premières choses que Hedges a faites l'année dernière quand il a pris ses fonctions a été de réduire le nombre d'inspecteurs généraux. Il ne voulait pas qu'ils puissent offrir une issue ou une source de justice. Bref, de gros problèmes. Ce ne sont pas des soldats heureux, ils ne peuvent pas l'être. Et je pense qu'ils sont désorientés. Et Trump exploite cela et utilise, je pense qu'il supervise, non pas une purification de l'armée, mais une sorte d'endoctrinement sérieux, où les personnes en désaccord sont écartées. On le voit au plus haut niveau, mais aussi à tous les échelons de l'armée. Les gens qui serviront et adhéreront à cela, qui brandiront ce drapeau du nationalisme chrétien et de la guerre mondiale, en particulier en Terre Sainte, seront promus. Et qu'est-ce que c'est sinon une prise de contrôle de notre armée? Cela dépasse tout ce que j'ai vu auparavant. Honnêtement, je ne pense pas que nous ayons déjà connu cela. C'est donc très préoccupant et nous n'en parlons pas. Mais, vous savez, les Américains le savent parce que leurs enfants sortent de l'armée et en parlent à leurs proches. « Hey, qu'est-ce qui se passe dans l'armée? » Ils entendent cela de nos gens et nos gens leur disent qu'il se passe quelque chose d'étrange ici. Bref, c'est très dangereux. Nous n'avons pas une armée capable de gagner une guerre, même dans les meilleures conditions. Et nous sommes en train de la détruire de l'intérieur avec cette idéologie chrétienne, qui en réalité n'est pas chrétienne, vous savez, parce que je ne me souviens pas que Jésus ait dit qu'il fallait aller massacrer un tas de gens parce que ce serait bon pour nous. Ce serait bon pour, tu sais, ton âme. Il n'a jamais dit ça. Donc c'est un gros problème. Bref, j'espère que les gens vont se pencher sur la question parce que, en fait, j'étais pas vraiment au courant de ce qui se passait, mais nous avons eu un briefing ce week-end avec un type qui s'occupe précisément de ce sujet, l'Organisation pour la liberté religieuse dans l'armée, et leur téléphone n'arrête pas de sonner avec toutes sortes d'histoires de ce genre. Et cela ne s'était jamais produit auparavant, même si l'organisation existe depuis 30 ans. Mais soudainement, on voit cela apparaître. C'est donc une crise de plus créée par Donald Trump, qu'il l'ait fait sciemment ou non, par ignorance, il en est la cause. Absolument. Et j'espère vraiment que les gens vont commencer à se pencher sur cette question, car elle touche des millions de familles à travers les États-Unis, des millions d'Américains, puisque leurs enfants, maris, frères, épouses et sœurs en font partie. Je pense qu'il faut mettre cela en lumière et en discuter davantage, au moins pour mieux comprendre ce qui se passe réellement. Merci donc d'avoir soulevé le sujet. Bien sûr, Trump s'est présenté comme un candidat pro-paix, mais depuis janvier 2025, il a en réalité bombardé 7 pays. Le Venezuela, le Niger-Mali, le Yémen, la Syrie, l'Irak et maintenant l'Iran.
Il demande désormais un budget historique de 1,5 billion de dollars pour le Pentagone. Le Pentagone fonctionne comme un trou noir, car il n'a jamais réussi à passer un audit, comme vous l'avez mentionné. Et maintenant, il demande en pratique de réduire les dépenses de certains programmes sociaux, tout en accordant au Pentagone une augmentation budgétaire de 50%. Quelle est votre interprétation du fait que Trump accorde la priorité au budget du Pentagone plutôt qu'à tout le reste? Prioritizing Pentagon's budget over really anything else. Oui, eh bien, il est obsédé par l'armée, ça c'est sûr. C'est son outil de prédilection en tant que président, surtout pendant ce second mandat. Il a cru à beaucoup de propagande sur la puissance de notre armée et sur sa capacité à inspirer la crainte, et elle est redoutable. Mais dans le monde moderne, je ne pense pas qu'elle soit encore la première armée. Je ne pense pas non plus qu'Israël ait jamais été numéro 1 dans la région, même si on dit « Oh, Israël a la meilleure ». Ils sont les meilleurs pour projeter leur puissance aérienne et bombarder, et c'est aussi notre spécialité, projeter la puissance aérienne et bombarder. Mais nous avons, en particulier, et Israël en souffre aussi dans une certaine mesure, une véritable incapacité à produire à grande échelle les types d'armes que nous consommons lorsque nous menons une guerre expéditionnaire comme celle que nous avons entreprise avec l'Iran. Alors, nous épuisons nos ressources. Vous savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale et même pendant la guerre, nous avions une capacité logistique incroyable. Nous avions des navires capables d'acheminer des biens, des services et des armes partout et nous pouvions produire. Nous avons intensifié notre production et nous avons été, en termes de ligne de vie logistique, le sauveur de l'Europe. Je pense que c'est assez juste de le dire. Et bien sûr, à la fin de cette guerre, nous nous sommes retrouvés avec toute cette capacité que plutôt que de réduire, nous avons essayé de maintenir ce complexe militaro-industriel avec lequel nous vivons encore aujourd'hui. Mais notre armée, aujourd'hui, ne peut plus vraiment, nous n'avons plus la profondeur, la logistique, ni quoi que ce soit pour faire cela. Et Trump ne comprend pas cela. Ou il ne le sait pas. Et personne ne le lui dit. Trump aime l'idée et il en fait toujours trop avec tout. Donc il en fait trop avec notre armée peut tout faire et tout le monde en a peur. Mais il a 69 ans et il se remémore un peu comment c'était peut-être dans les années 1980 et peut-être dans les années 1950, 60 et 1970, tu vois. À une époque où, tu sais, le reste du monde souffrait encore beaucoup de la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, il y a eu la décolonisation. Et beaucoup de pays, grands et petits, peinaient à trouver leur capacité de défense, ce dont ils avaient besoin, et leur capacité industrielle. Ils étaient tous en train de la développer. Mais nous avons largement dépassé cette époque maintenant. Et l'esprit de Trump semble bloqué dans le passé. Ce n'est plus le même monde. Donc, si l'on regarde uniquement la capacité de la Chine à produire des avions de chasse aussi performants que les nôtres, ils peuvent les fabriquer, mais à un quart du coût et probablement 5 ou 10 fois plus vite. C'est la même chose pour les missiles et les navires, la construction navale. Nous ne construisons même plus de navires. C'était notre force logistique dans les années 1950 et 1960. Et ceux que nous construisons ne fonctionnent pas très bien, comme on l'a vu avec le Gerald Ford, un navire militaire. Nous ne savons pas non plus construire des navires civils de manière rapide ou rentable. Alors, nous nous tournons vers l'Asie pour la construction de nos navires, et même vers la Russie. Nous n'avons aucun brise-glace, nous ne savons pas comment en construire. La Russie, elle, a produit des flottes entières de brise-glace. Et pourquoi cela devrait-il nous importer? Eh bien, le commerce mondial à travers l'Arctique est vraiment important. Et les seuls à posséder des navires capables de briser la glace efficacement et à moindre coût, ce sont les Russes. Ensuite, on dit, eh bien, nous ne les aimons pas. Mais les Russes eux-mêmes disposent d'une capacité militaire et productive immense. Tout le monde fait les choses moins chères, plus vite et mieux que nous.
Et Trump se perd dans ce fantasme selon lequel nous serions, vous savez, au sommet de la pyramide et que tout le monde aurait peur de nous. Il ne se rend pas compte que le monde entier observe l'Amérique. Bien sûr que oui, nous sommes la plus grande nation consommatrice. C'est notre monnaie que tout le monde veut. Ils observent l'Amérique, ils essayent de l'étudier, ils la comprennent. Le monde entier sait ce que Trump ignore, à savoir que nous ne sommes plus les maîtres du jeu, certainement pas sur le plan militaire et certainement pas en ce qui concerne notre capacité industrielle. Nous avons échoué sur ce point. C'est pour cela que Trump a été élu. Que devait-il faire? Il devait réindustrialiser l'Amérique, rapatrier tous les emplois et, vous savez, accomplir toutes ces bonnes choses. Les Américains étaient d'accord avec cela. Mais bien sûr, Trump n'a rien fait de tout cela. Aujourd'hui, les gens qui l'entourent n'en ont pas davantage conscience. Les plus intelligents de son entourage sont les financiers, comme Jamie Dimon et Scott Bessent, et ces types-là ne connaissent que les industries de la financiarisation. Ils ne voient l'industrie que comme un moyen d'en tirer profit, comme un domaine dans lequel investir. Ce genre de choses. Ce ne sont pas des ingénieurs. Ce ne sont pas des bâtisseurs. Vous savez, où trouve-t-on des ingénieurs et des bâtisseurs? Oh, je ne sais pas. En Asie, en Chine, en Iran, en Russie. Choisissez votre pays. Les gens, nous n'avons plus ce qui a fait notre grandeur. Et dans l'esprit de Trump, nous l'avons encore. Donc, il le gaspille. Et il le gaspille depuis un moment. Et ce n'est pas clair. Eh bien, ça sonne vraiment triste. Il y a quand même quelques bonnes choses qui en ressortent. Et tu m'avais envoyé un sujet dont je voulais parler. Nos bases au Moyen-Orient, n'est-ce pas? Nos bases en Arabie Saoudite, à Bahreïn, au Qatar, dans tous ces endroits, aux Émirats Arabes Unis. Je pense que nous ne retournerons pas dans ces bases. Elles sont devenues inhabitables. C'est une chose. Ils sont très vulnérables. Cela a été révélé par cette situation. Mais l'autre chose, c'est que nous avons mis en place ces alliés du Golfe arabe, du Golfe Persique. Nous les avons mis en place, nous les avons pris de court avec une guerre, et ensuite nous ne les avons pas protégés le moins du monde quand l'Iran a réagi. Il n'y a eu aucune protection pour eux. Et ce sont eux qui ont construit ces bases. Vous savez, quand nous construisons des bases à l'étranger, nous ne disons pas « Oh, nous avons tout cet argent mis de côté dans le trou noir du budget du Pentagone et nous allons construire une base ici pour vous. » Et ce sera formidable, car vous pourrez nourrir nos gars, travailler dans les Burger King des bases et nourrir nos gars, et nous vous vendrons des munitions. Nous nous entraînerons avec vous conjointement. Eh bien, nous disons que nous allons nous entraîner avec vous conjointement, mais nous disons aussi, vous nous construisez une base. Vous, pays riche du Golfe, vous nous construisez une base, vous fournissez tous ces avantages, vous achetez tous ces avions, et ensuite nous irons là-bas travailler avec vous et vous aider. Donc, ces bases sont devenues inhabitables, détruites dans certains cas. Nous avons retiré nos forces, pour la plupart de ces bases. Quand le moment viendra et que cette guerre sera terminée, si elle se termine parce que Trump déclare qu'elle est finie et que nous l'arrêtons en disant « D'accord, remettons les compteurs à zéro, comment fait-on » Ces pays-là, ces pays arabes, ne se laisseront pas berner par les mêmes mensonges. Vous savez, l'idée du genre « D'accord, nous allons vous construire une autre base, pourquoi ne venez-vous pas ?» Ils ne feront absolument pas cela. Ils se rendent compte que l'Amérique, les États-Unis, est un allié très peu fiable et un allié vicieux, dirigé par un homme fou. Mais au fond, peu importe que ce soit Trump, car les politiques qu'il mène, on peut en retrouver la trace chez de nombreux présidents, n'est-ce pas? Même Biden, dont on ne savait pas trop si son cerveau fonctionnait encore, mais le personnel autour de lui, le système a continué d'avancer, à mener des guerres, en a soutenu, a dépensé de l'argent pour elle, a essayé d'imposer sa loi partout sur la planète. Ils font tout ça. Trump ne fait que le faire de manière plus stupide et flamboyante.
mais il suit une voie ancienne et bien rodée. Je pense que le monde s'est réveillé. C'est selon moi l'un des vrais points positifs. Les gens à travers le monde, les pays, ont compris « ne vous attachez pas à ce wagon ». N'attache pas ta charrette au cheval américain. Ne fais pas ça, ce cheval ne vaut rien. Il y a beaucoup de risques et tu vas probablement te faire avoir. Ils s'en rendent compte. Alors maintenant, ils se demandent, eh bien, qui sont nos nouveaux amis? N'importe qui veut être mon ami et qui sera plus honnête que les Américains. La Russie, la Chine, les pays asiatiques. Et on voit même cela en Europe, n'est-ce pas? Les Européens disent, eh bien, nous aimons l'Amérique et nous avons besoin de leur argent et de leurs investissements. Mais en réalité, tu sais, on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas leur faire confiance. Ils disent une chose et ensuite il faut toujours leur lécher les bottes. Trump insiste là-dessus, tu sais. Tu as vu il y a quelques semaines, quand Trump a dit que le chef de l'Arabie Saoudite, oh oui, Il l'a insulté, n'est-ce pas? oh, il l'a insulté d'une manière tellement méchante et publique que tu sais, je veux dire, on ne peut jamais revenir en arrière après ça. C'est impossible. Tu ne peux pas dire « Oh, je suis désolé ». Ça ne marche pas. C'est fini. Et donc, nous n'aurons plus de base en Arabie Saoudite. Je peux te le promettre. Je ne le sais pas d'après les chiffres, mais je peux à peu près te garantir que la base du Qatar ne sera pas reconstruite. La base de Bahreïn, le quartier général de la 6e flotte, n'y sera plus. Nous n'aurons plus de base en Arabie Saoudite. C'est terminé. On ne peut pas. C'est contre-productif. C'est donc une leçon qui a été prouvée pour beaucoup de ces pays. C'est un point positif. Ainsi, Trump pourrait en réalité tenir sa promesse de ramener les troupes à la maison. Les Européens, certains pays européens sont en colère contre Trump et contre sa manière d'agir. Et ils ne veulent pas de présence militaire. Ils disent, vous savez quoi, nous allons assurer notre propre défense. L'OTAN est donc aujourd'hui plus fracturée que jamais et moins bien préparée à défendre l'Europe, car elle ne peut plus compter sur les États-Unis. Et cela faisait partie de la leçon de la guerre en Ukraine, qui était bien sûr une autre guerre illégale que nous avons contribué à attiser pendant des années. Et nous la finançons encore. Vous savez, nous continuons, dans une certaine mesure, à financer la guerre en Ukraine et à armer ses forces. Donc, nous aimons la guerre. Mais cette guerre n'aide pas vraiment. Je pense que la plupart des Européens se sentent moins en sécurité, à la fois économiquement et militairement, après 4 ans de guerre avec la Russie, qu'ils ne l'étaient au début. Alors, vous savez, quand les choses se corsent, il faut bien blâmer quelqu'un. Ils ne vont pas se blâmer eux-mêmes. Ils vont blâmer Washington et ils ont raison. C'est très bien. On voit donc une sorte de fragmentation se produire parmi nos alliés. Et Trump l'a aussi reconnu. Vous savez, il a dit, eh bien, il y a 3 semaines, qu'a-t-il dit? « Oh, vous devez venir m'aider dans ma guerre illégale contre l'Iran ?» Et personne n'a répondu. Ils ont tous dit, « Oh, eh bien, vous savez, nous ne pouvons pas le faire. » Il était très contrarié à ce sujet. Il ne comprenait rien aux raisons qui le justifiaient. Vous savez, les gens disent qu'ils jouent aux échecs en 5 dimensions ou quelque chose du genre. Non, c'est pas le cas. C'est fondamentalement un enfant intellectuel à la Maison-Blanche. Et le pire dans tout cela, en dehors de toutes les personnes qu'il a effectivement tuées, assassinées et exécutées, c'est qu'il a la main sur le bouton nucléaire. Comme il est si imprévisible et si mal informé sur à peu près tout, c'est une préoccupation majeure. Et bien sûr, Israël n'aurait pas une telle inquiétude, car c'est malheureusement une société fondée sur la colère. Donc vous savez, c'est aussi un grand sujet de préoccupation. En fait, vraiment, de bonnes choses se produisent. Ce qui n'est pas encore arrivé, c'est une rupture avec Israël sur le plan de notre politique étrangère. Israël devrait être traité comme n'importe quel autre pays avec lequel nous entretenons des relations.
Pas comme notre meilleur allié, car il ne l'est certainement pas. Mais oui, cela doit arriver. Ce n'est pas encore arrivé. Cela pourrait arriver. Cela pourrait encore arriver. Et une partie de cela pourrait être liée à Gaza et à cette guerre avec l'Iran. Mais il y a aussi des résultats positifs, donc je ne veux pas être totalement négatif. Mais oui, c'est une période dangereuse pour notre pays. Je veux dire, Trump pourrait réellement mettre fin à notre expérience républicaine. Pouvez-vous imaginer si les élections démocratiques de novembre ou les élections au Congrès ou au Sénat provoquaient une véritable vague? C'est une chance négative. Et Trump, nous sommes en décembre, et puis à un moment avant leur prise de fonction, le 6, 7 ou 8 janvier, quand ils arrivent à Washington, ils décident de déclarer la loi martiale. Je veux dire, il peut le faire. Il vit dans le passé. Il se voit comme une sorte de figure historique. Madame, cela pourrait arriver. Donc je pense que nous devons tous être, même si c'est très difficile, attentifs à ce qui se passe. Essayez de rester informés. Ne pas paniquer. C'est important, car si l'on absorbe trop de ces informations, cela peut faire peur. Mais il faut être prêt. Être prêt à des choses que pour l'instant nous n'avons vraiment pas encore commencé à imaginer en ce qui concerne notre avenir politique dans ce pays. Je pense que c'est là où nous en sommes. Je pense que nous sommes à l'aube de quelque chose de très différent de ce que nous avons connu jusqu'à présent. Lieutenant-colonel Karen Kwiatkowski, merci beaucoup pour cette conversation fascinante. Ce fut un véritable plaisir de vous recevoir. Je sais que nos téléspectateurs ont apprécié cet échange et qu'ils seront ravis de vous revoir dans l'émission. Merci infiniment pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Absolument. Merci, Mme Tom, agréable de parler de tout cela.